Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Premier conseil des ministres post-remaniement au lendemain de la nomination de François de Rugy et de Roxana Maracineanu. Le gouvernement entend maintenir le rythme des réformes, de la révision constitutionnelle au plan pauvreté. Le cap est maintenu par l'exécutif. Le détail dans un instant. Et pour le nouveau ministre de l'écologie, les défis sont nombreux. Plusieurs dossiers chauds et laissés en cours par Nicolas Hulot vont rapidement faire l'objet d'arbitrages délicats, à commencer par le calendrier de réduction du nucléaire dans le mix énergétique. Le débat dans cette édition. Il y a un an, l'ouragan Irma a dévasté l'île de Saint-Martin, provoquant la mort de 11 personnes et détruisant plus de 90% des bâtiments. Où en est-on de la reconstruction et de l'indemnisation? On posera la question à notre invité Mickaël Bastide, ancien correspondant de France Télévisions à Saint-Martin. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter à cette émission. Le hashtag, vous le connaissez, Sénat 360. Pour m'accompagner et pour connaître toutes les réactions des sénateurs à l'actualité ce jour, on retrouvera en direct de la salle des conférences Tam Tranui. Pour le Premier ministre, il s'agissait donc de fixer le cap des réformes après une rentrée difficile pour l'exécutif qui a dû remanier dans l'urgence et mettre un terme à la polémique sur le report du prélèvement à la source. À l'issue du Conseil des ministres, Édouard Philippe a donc martelé le calendrier des réformes à venir, comme nous l'explique Adrien Develay. Après le couac de l'affaire Benalla, la démission de Nicolas Hulot et de Laura Flessel et les hésitations sur le prélèvement à la source, Édouard Philippe veut reprendre fermement la barre du navire. Nous allons maintenir le cap et l'intensité des transformations que nous avons décidé d'engager. Le Premier ministre a présenté la feuille de route politique des prochains mois. La refondation du système social représente la plus grosse partie des objectifs du gouvernement et s'articulera autour de plusieurs chantiers. Tout d'abord, la lutte contre la pauvreté, avec un plan présenté dès le 13 septembre au Conseil des ministres. Viendra ensuite le plan sur l'hôpital le 18 septembre, qui aura pour objectif principal l'amélioration des soins. La réforme des retraites devrait ensuite être présentée, courant 2019, ainsi qu'un plan sur la dépendance. Enfin, le gouvernement veut favoriser le retour à l'activité en modifiant l'assurance chômage, sans écarter les syndicats qui seront conviés aux discussions. En plus de ces annonces sociales, le Premier ministre a insisté sur la nécessaire réussite de la transition écologique. Au lendemain de la nomination de François de Rugy au ministère de l'Environnement, Édouard Philippe a notamment annoncé un budget en forte augmentation et la mise en œuvre des plans sur le climat et la biodiversité. Il a également souhaité rassurer en matière de sécurité en annonçant une hausse du budget de l'armée, du ministère de l'Intérieur et de la Justice. Un projet de loi en ce sens devrait arriver dès octobre au Sénat. Enfin, le Premier ministre a esquissé une réponse à propos de la date de la présentation de la réforme constitutionnelle. Est-ce que ce sera tout début janvier ou fin janvier? L'hiver, cette année, devrait commencer le 21 décembre et devrait se terminer le 21 mars. Et je pense que ce sera plutôt dans la première partie de l'hiver. Les discussions pourraient donc reprendre à l'Assemblée nationale en début d'année prochaine. Et premier invité de notre multiplex, c'est le sénateur socialiste de Paris, Rémi Féraud. Il répond aux questions de Tam Tranui. Rémi Féraud, alors Édouard Philippe annonce maintenir le cap, mais sur la réforme des institutions, il va falloir encore attendre un petit peu. C'est pour cet hiver, nous dit-il. Que pensez-vous de ce nouveau délai? On verra s'il est tenu, ce délai. Je vois en tout cas que l'affaire Benalla et le travail aussi de l'ensemble des députés et des sénateurs de l'opposition a permis de montrer que cette révision constitutionnelle, elle ne correspondait pas à ce dont nous avions besoin, à ce dont notre pays a besoin. Nous avons davantage besoin de plus de démocratie, de plus de contrôle sur l'exécutif. Or, cette révision constitutionnelle n'a qu'un vrai but de la part d'Emmanuel Macron et de son équipe, c'est de réduire les droits du Parlement. Donc, vous pensez qu'elle peut être définitivement repoussée, qu'elle puisse être repoussée au calendes? Je l'espère, ou complètement changée, si le gouvernement écoute enfin. En tout cas, voilà, le Premier ministre veut nous dire qu'il ne change pas de cap sur la révision constitutionnelle, mais les délais qu'il annonce relativement lointains
reste encore assez hypothétique. Alors l'heure est pour l'instant aux annonces au niveau économique, au niveau social. On a 2 dates pour le plan pauvreté et pour le plan hôpital, le 13 septembre, le 18 septembre. Est-ce que vous vous réjouissez qu'on ait au moins ces dates pour ces plans qui devaient être annoncés avant l'été? Mais ces plans, ils devaient être annoncés avant l'été, ils ont été repoussés. On a même invoqué à un moment la Coupe du Monde de foot pour justifier de les repousser. Ça a d'ailleurs était quand même très mal ressenti. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fait l'objet de délai, notamment la réduction de la fiscalité sur les plus riches à l'automne dernier. Là, nous connaissons des dates d'annonce de plan, mais nous ne connaissons pas le contenu du plan. Donc, il faut toujours attendre sur ces mesures très attendues par la gauche, l'aile gauche de la Macronie. Je me réjouirais si le plan hôpital comme le plan pauvreté, leur contenu est positif. Mais je constate que parallèlement, les difficultés à l'hôpital n'ont fait que croître ces derniers mois, que parallèlement à l'annonce d'un futur plan pauvreté, il y a beaucoup de mesures défavorables aux plus modestes ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc nous n'avons pas confiance a priori, nous verrons bien. Il y a quelque chose qui est maintenu en revanche, c'est le prélèvement à la source. C'est bien, cela débutera bien en janvier 2019. Hier, Édouard Philippe, le Premier ministre, l'a annoncé. Est-ce que, pour le coup, vous en réjouissez? C'était une mesure qui avait été initiée par la gauche sous le quinquennat de François Hollande. Comme tous les socialistes, je suis favorable à la mise en place du prélèvement à la source. C'était prévu depuis longtemps. Il y avait déjà eu un premier report d'ailleurs de la réforme. Tout à fait. Ensuite, le gouvernement a eu près d'1 an et demi pour y travailler. Tout d'un coup, à la sortie de l'été, le président de la République nous exprime ses doutes. Je crois qu'il a lui-même créé un psychodrame dont je ne comprends pas bien le sens. En tout cas, je suis favorable à cette réforme et il revient au gouvernement de la mettre en œuvre dans les meilleures conditions. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas eu un peu de procrastination à un moment pour qu'on s'en retrouve là aujourd'hui, mais c'est l'exécutif lui-même qui a créé le trouble sur cette réforme. Un délai, mais il y a aussi quelques modifications qui ont été hier annoncées par Édouard Philippe, notamment l'acompte initialement prévu de 30% en janvier 2019 pour les services à la personne passe à 60% et va être élargi à l'investissement locatif et aussi aux dons aux associations. Ça, c'est une bonne chose? Tout ce qui peut être favorable aux contribuables pour qu'ils ne se retrouvent pas en difficulté est une bonne chose. Là, c'est le cas. Mais je crois surtout que de la part du gouvernement, ça sert à donner l'illusion d'une politique en faveur du pouvoir d'achat, alors que toute sa politique est extrêmement défavorable au pouvoir d'achat, ce qui a d'ailleurs des conséquences aujourd'hui très négatives sur la croissance. Eh bien, merci beaucoup Rémi Féraud d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, pour cette première réaction. Et le Premier ministre a tranché, mettant un terme au flou entourant la mise en place du prélèvement de l'impôt à la source. Le dispositif débutera comme prévu en janvier 2019. Cécile Sixou. L'impôt à la source, comment ça marche? Désormais, plus besoin de payer l'administration fiscale, c'est votre employeur qui prélèvera directement vos impôts sur votre salaire. Vos prélèvements seront étalés sur 12 mois et calculés non plus sur vos revenus de l'année précédente, mais sur votre revenu de l'année en cours. Votre employeur recevra un taux à appliquer, comme l'a rappelé hier soir Édouard Philippe. L'administration communiquera un taux à l'employeur. C'est tout. Un taux à l'employeur. Qui l'appliquera? On le verra sur la fiche de paye et on n'en parlera plus. 3 taux sont possibles. Vous devrez choisir l'un d'eux avant le 15 septembre. Il peut correspondre au taux réel de votre impôt. Autre solution, le taux individualisé. Par exemple, si vous êtes en couple, vous pourrez faire taux à part avec votre conjoint en fonction de vos revenus. Enfin, vous pourrez choisir le taux neutre, un taux qui permet de garder une certaine confidentialité. Dans une série de situations, les salariés ont d'autres revenus que ceux du travail. Ils peuvent louer un bien à côté. Pour certains, ils peuvent, selon leur temps de travail, avoir un multi-employeur. Et donc, ils ne souhaitent pas que l'employeur connaisse leur taux. Et dans ce cas-là, ils optent pour le taux neutre, qui est le taux moyen qui s'applique à tout le monde sans difficulté. Ce qui fait que l'employeur ne connaît pas, ne peut pas imaginer les revenus qu'a à côté le salarié. Pour ceux qui bénéficient de réductions d'impôts, comme les abattements fiscaux ou les crédits d'impôt, ils les garderont. Le 15 janvier de l'année prochaine, tous les Français qui font des crédits ou des réductions d'impôts se verront, si j'ose dire, avancer sur leur compte en banque, versés par le fisc, par les finances publiques, 60% de ces crédits d'impôts ou réductions d'impôts. Le 15 janvier, le premier choc psychologique de l'impôt à la source sera positif, puisqu'on remboursera ce qui n'a jamais été fait, ces crédits d'impôt.
Pas de changement, en revanche, sur la déclaration d'impôt que vous devrez faire. Et en cas de réclamation, il faudra vous tourner vers l'administration fiscale et non vers votre employeur. C'est donc François de Rugy qui va devoir reprendre les dossiers chauds de l'écologie laissés en jachère par Nicolas Hulot. Et pas des moindres, car c'est à lui que reviendra la programmation pluriannuelle de l'énergie et les fermetures de centrales nucléaires à venir. Marie Brémaud. Je suis ici pour agir pour l'écologie avec méthode, détermination et persévérance. Et il va falloir faire des choix rapidement. En premier lieu sur l'avenir énergétique de la France. En effet, François de Rugy va devoir présenter d'ici la fin de l'année la programmation pluriannuelle de l'énergie pour la période 2023-2028. Et les points de crispation sont nombreux, à commencer par la diminution significative de la part du nucléaire dans le mix énergétique français, alors même qu'un rapport préconise la construction de 6 nouveaux EPR. Autre dossier à venir, la loi mobilité. Elle était attendue pour le printemps 2018 et ne cesse d'être retardée. Les associations écologistes redoutent un manque d'ambition concernant les grands projets d'infrastructure ou le plan vélo. En matière de stratégie bas carbone, le gouvernement va devoir inverser la tendance. Les émissions des gaz à effet de serre sont reparties à la hausse, la France n'arrivant pas à respecter les objectifs qu'elle s'était fixés, avec un retard criant, notamment dans le secteur du bâtiment. De lourdes responsabilités attendent donc le nouveau ministre de la Transition écologique. Reste à savoir s'il disposera des marges de manœuvre nécessaires pour remporter les arbitrages. Et avant d'en parler avec nos invités, on retourne aux salles des conférences où nous attend Tam Tranui avec Jérôme Bignon, sénateur à Les Indépendants de la Somme. Oui, Jérôme Bignon, tout d'abord, votre réaction à cette annonce tout à l'heure d'Édouard Philippe. Il a parlé d'un budget en forte hausse pour le ministère de la Transition écologique. Il va falloir attendre le 26 septembre pour avoir le montant exact, mais il y a déjà cette indication. C'est une bonne nouvelle. Ça dépend ce que le Premier ministre appelle une forte hausse, mais quand on dit forte, ça veut dire quelque chose. Donc voilà, attendons tranquillement. Et il y a de quoi dépenser beaucoup d'argent pour ces sujets. Donc je ne suis pas inquiet sur l'emploi. Et apparemment, c'était un arbitrage, le dernier arbitrage qui avait été remporté par Nicolas Hulot. Tant mieux, on remercie Nicolas Hulot de s'être battu sur cet arbitrage. Il n'en profitera pas, mais je suis sûr que M. de Rugy saura dépenser l'argent. Justement, est-ce que vous faites confiance à François de Rugy pour imposer l'environnement, l'écologie comme un sujet essentiel pour le gouvernement, là où Nicolas Hulot a échoué? C'est-à-dire que c'est compliqué parce que c'est un problème de méthode, un problème de pratique, de rapport à la politique, d'ambition. Nicolas Hulot, c'est un personnage qui est très remarquable, qui est très entier, qui est très militant, qui n'est pas un homme politique. Et c'était là le problème peut-être ? Probablement, oui. C'est parce que il est tellement dans son sujet qu'il ne comprend pas que les autres ne comprennent pas son sujet. Et le problème de la politique, c'est qu'on passe beaucoup de temps à trouver des accords, des compromis. Alors c'est vrai que quand il y a urgence, le climat est une vraie question d'urgence. Le réchauffement climatique, la transition énergétique, c'est une question d'urgence. Et donc on a du mal à supporter que les gens n'en fassent pas leur priorité. De la même façon que l'alimentation, si on empoisonne les gens avec ce qu'on leur donne à manger, c'est une urgence aussi, parce qu'on ne peut pas transiger avec ces choses-là. Et donc, il y a toujours une forte impatience de ceux qui sont moins rodés au fait que la politique, c'est parfois le plus petit commun dénominateur entre plusieurs ambitions et que celle de M. Hulot. Ce ne sont pas des reproches que l'on peut faire à François de Rugy, pour le coup. C'est un homme politique. Alors, il est très écologue, sûrement, mais peut-être qu'il a plus une habitude politique de ce qu'est le compromis, parce qu'il a été élu, ce qui n'a jamais été le cas de M. Hulot. Certains craignent qu'il ne pèse pas dans la balance et que justement il soit trop habitué à faire ce type de compromis. Qu'est-ce qui vaut mieux ? On peut se poser la question. Est-ce qu'il vaut mieux ? Je vois la presse qui dit petit pas ou grande rupture. Est-ce qu'à force de vouloir des grandes ruptures qu'on ne fait jamais, il ne faut pas avancer tranquillement, le plus ambitieux possible, mais néanmoins tranquillement, pour ne pas secouer. Je crois beaucoup à la force de conviction que la science, les ONG peuvent apporter pour aider les hommes politiques à avancer. Prenez l'exemple du climat. Tant que le GIEC n'a pas eu la force
qu'il a aujourd'hui, de ces 10 000 experts qui à travers le monde, tant qu'on n'a pas eu Jean Jouzel, prix Nobel de la paix, tant que les gens étaient très sceptiques, il y en a encore, mais on les entend beaucoup moins qu'on ne les a entendus. Donc je suis assez convaincu qu'il faut qu'ensemble, tous ceux qui sont convaincus, à droite comme à gauche et au centre, que l'écologie c'est important, nous travaillons davantage ensemble à essayer de trouver des solutions qui permettent d'avancer. Et je pense que François de Rugy peut aboutir à cette force de compromis. Pour conclure, il y a de très nombreux chantiers qui attendent François de Rugy, un plan climat, plan biodiversité, transition énergétique. S'il y avait un chantier à retenir pour vous, c'est lequel? Tous. L'océan, vous ne l'avez pas dit, mais c'est aussi un sujet essentiel. Grandes négociations viennent de s'ouvrir hier à New York. Donc tous ces sujets sont liés. Il n'y a pas un sujet qui devance l'autre, il faut les mener ensemble au même rythme et de façon intelligente en faisant en sorte qu'on demande à la population de s'approprier et de nous aider dans ces démarches fondamentales. De très nombreux sujets, donc il a du pain sur la planche, François de Rugy. Sûrement. Merci beaucoup Jérôme Bignon d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam. Effectivement, on va voir les dossiers brûlants qui attendent le nouveau ministre de la Transition écologique avec mes invités dans le débat tout de suite. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Lucille Schmid. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes coprésidente de la Fondation Verte Européenne. Bienvenue sur ce plateau. Daniel Bois est également avec nous. Bonjour, chercheur au CEVIPOF, enseignant à Sciences Po. Vous êtes spécialiste de l'écologie politique. J'accueille également David Cormand. Merci d'être avec nous, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Et puis Gérard Longuet est également sur ce plateau. Bonjour, vous êtes sénateur LR de la Meuse. Merci à tous les quatre. On le voit, Lucille Schmid, ces dossiers, ça a été rappelé, ils sont brûlants. On va commencer très concrètement par le texte de programmation pluriannuelle de l'énergie. Ça va servir de premier test pour François de Rugy. Vous pensez qu'il aura une réelle marge de manœuvre ? Je ne sais pas ce qu'il aura comme marge de manœuvre. Je ne m'appelle ni Édouard Philippe ni Emmanuel Macron, contrairement aux apparences. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que François de Rugy a régulièrement réaffirmé ses convictions sur la question nucléaire, avec l'idée que la transition énergétique devait diminuer la part du nucléaire. Et il l'a fait, y compris en situation de responsabilité, alors même qu'il parlait peu sur l'écologie depuis qu'il était président de l'Assemblée nationale. Donc on sent que s'il y a quelque chose sur lequel il est carré, c'est cette question nucléaire. Et en même temps, on sait que juste après la démission de Nicolas Hulot, ce qui s'est passé, c'est qu'un rapport est sorti opportunément qui disait qu'il fallait construire un certain nombre d'EPR supplémentaires. Donc ça veut dire qu'effectivement, l'épreuve du feu, c'est celle-là. C'est aussi la question budgétaire, puisqu'on est à la veille des questions budgétaires, du vote du budget. Et je rappelle quand même que Delphine Batho, lorsqu'elle avait démissionné, l'avait fait sur ce sujet budgétaire. Alors là, ça a été rappelé par Édouard Philippe. A priori, les crédits alloués au ministère de l'écologie vont être en augmentation. Première bonne nouvelle, Lucille Schmid. Écoutez, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, parce que le diable est dans les détails. Et une des forces du profil de François de Rugy, c'est que c'est quelqu'un qui connaît bien l'institution parlementaire et qui, j'imagine, sait lire un budget, qui donc saura, entre le discours qui est tenu et la réalité de ce qui lui est donné, peut-être voir s'il y a des capacités d'investissement. Et j'espère surtout qu'il aura un langage de vérité. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire comme Édouard Philippe, il s'agit de regarder son budget et de dire s'il aura la capacité d'agir. Ce que je voulais aussi dire, c'est que dans son discours, il a insisté sur l'action et sur la constance, la persévérance, avec l'idée, au fond, en creux, de dire que Nicolas Hulot a peut-être été insuffisamment tenace. Je crois que la question, c'est ce qu'on attend d'un ministre de l'écologie. Est-ce que c'est quelqu'un qui doit bien exécuter les politiques gouvernementales, ou est-ce que c'est quelqu'un qui doit s'adresser à la société, qui doit, au fond, élargir le cercle de ceux qui sont convaincus, s'adresser notamment aux entrepreneurs, aux économistes, à tous ceux au nerf de la guerre. Nicolas Hulot a dit très clairement dans son discours qu'il n'avait pas réussi à réunir deux logiques, la logique économique et la logique écologique. J'espère que François de Rugy va réussir à la réunir. On revient au cœur du débat, effectivement, Daniel Bois. Ça a été rappelé par François de Rugy. Pour lui, eh bien, on peut faire marcher main dans la main écologie et économie. Oui, ce n'est pas toujours le cas de tous les écolos, je trouve. Parce que je pense, de mon point de vue, qu'un des problèmes de l'écologie politique, c'est de réussir à intégrer dans son discours l'entreprise. Donc pour moi, il y a deux branches. Il y a la branche qui est plutôt développement durable et qui est représentée par les associations, y compris Nicolas Hulot. Que je rappelle, la Fondation Hulot, elle est en partie financée par les entreprises, dont EDF. Et puis il y a la branche des Verts, je dirais qu'il y a plus de difficultés à intégrer cette question d'entreprise. Or,
qui est, disons, grosso modo plus étatique. Donc, à mon avis, ça a toujours été le vrai grand problème de l'écologie politique en France. Et de mon point de vue, c'est ce qui rend difficile l'accès à un niveau politique national. Puisque le seul moment où il y a eu un accord réel entre les deux, c'est 2009-2010, la Fondation Europe Écologie Les Verts, Europe Écologie Les Verts, sur une initiative de Cohn-Bendit. Vous vous rappelez, 16% aux européennes. Et c'est vrai que là, les deux branches étaient représentées. Et puis, ça c'est un peu étiolé. Je crois que les gens de l'environnement, de l'association environnement sont plutôt partis et ont été un peu mal à l'aise chez les Verts, et ça s'est mal passé. Et pourtant, à mon avis, c'est ça qui manque. Deux courants de pensée qui n'arriveront jamais à se mettre d'accord. C'est ça le problème, David Cormand? Je pense que le clivage tel qu'il est présenté s'entend, mais se discute. La réalité, quand on dit est-ce que l'écologie est compatible avec l'économie, il faudrait dire quelle économie. Alors, avec le macronisme, on va rentrer dans le vif du sujet, David Cormand. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que l'entreprise économique qu'est Monsanto est compatible avec l'économie? La réponse est non. Et donc, quand on a dit est-ce que l'écologie est compatible avec l'économie, si on n'a pas défini ce qu'on entend par économie, en réalité, on n'a pas dit grand-chose. Donc moi, ma conviction, c'est qu'une écologie positive, que je souhaite, n'est pas compatible avec une économie punitive. Or, aujourd'hui, l'économie dominante sur notre planète, elle est clairement punitive. Elle est non seulement punitive pour la planète, changement climatique majeur, 6e extinction de la vie sur Terre, depuis l'apparition de la vie, c'est quand même pas une paille, directement liée à notre modèle de développement, et une explosion des inégalités. Et d'ici la fin du siècle, le déménagement obligé de entre 60 et 80% de l'humanité. Donc on est là à un moment de rupture où tous les concepts qu'on entendait depuis 92, depuis Rio, du développement soutenable, qu'on traduit en français par développement durable, tout ça est bien gentil, mais je crois qu'on n'en est plus dans ce niveau d'analyse. Ce que j'ai trouvé, si vous me permettez de finir là-dessus, très intéressant. On attend effectivement un sursaut, c'est ce qu'a dit Nicolas Hulot de la nomination de François de Rugy. Est-ce qu'il va l'incarner, ce sursaut? Ce qui est intéressant dans la démission de Nicolas Hulot, c'est ce qu'il dit de cette démission à laquelle il procède. Et lui, ce qu'il explique dans sa démission, c'est qu'il dit par rapport au virage qu'il faut opérer, par rapport à nos modes de consommation, nos modes de production, notre modèle de développement et l'état de la planète, ce virage, le gouvernement actuel ne souhaite pas le faire. Et dans ce cadre, François de Rugy est le client idéal, puisqu'effectivement, lui, il est tout à fait déterminé à agir dans le cadre qui lui est donné. Effectivement, le rapport à l'énergie... Donc rien ne changera avec cette nomination? Mais rien ne changera. Il agira dans le cadre qui est donné et que la vision de l'économie qui est celle du gouvernement actuel. Gérard Longuet, comment avez-vous réagi à cette nomination du président de l'Assemblée nationale pour remplacer Nicolas Hulot? Lucile Schmid le rappelait, c'est quelqu'un qui va peut-être pouvoir mieux s'adresser aux parlementaires, ce que n'avait pas réussi finalement à faire Nicolas Hulot? Qu'il connaissait les parlementaires, au moins pour une fraction d'entre eux, c'est certain. Il était président de l'Assemblée nationale. Je ne crois pas que ses relations avec la gauche soient excellentes. Ses relations avec les écolos sont peut-être très bonnes, tant mieux pour lui. Le fond du problème, c'est qu'Emmanuel Macron a fait le choix d'une économie ouverte. C'est d'ailleurs le choix des Français en général. Et c'est un choix qui a été confirmé aux élections présidentielles très largement, puisqu'il y avait des candidats de la fermeture. Monsieur Mélenchon, Madame Le Pen étaient pour la fermeture des frontières. Monsieur Macron est très clairement pour l'ouverture des frontières, ce qui personnellement ne me choque pas. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas attendre du président de la République une rupture économique telle que vous la souhaitez. Je suis désolé de vous décevoir en ce qui concerne, je ne suis pas le porte-parole d'Emmanuel Macron, mais je vois bien ce qu'il veut et ce qu'il fait. Il accepte l'économie de marché. Et Monsanto est une réalité de l'économie de marché. On peut en penser le plus grand mal. Donc il n'y a pas de place pour une ambition écologique dans ce monde que vous Je pense très honnêtement que ce que demande M. Cormand et ce dont rêve Hulot, rêve verbalement, parce que sa vie est quand même assez différente et sa fondation est quand même très réaliste. Vous avez eu raison de le rappeler, réaliste avec des partenaires réalistes qui en effet cherchent une écologie soutenable. Il n'y a pas de place dans ce gouvernement et dans cette majorité pour une économie de rupture. Et donc, M. de Rugy, il va être obligé de répondre à des questions extrêmement concrètes. Par exemple, quel mix énergétique et quelle place du nucléaire dans l'immédiat et compte tenu de ce que nos compatriotes veulent bien payer en termes d'énergie. Puisqu'on se souvient que Nicolas Hulot espérait 2030, ça sera plutôt 2035, cet objectif de 50%. Oui, et puis pourquoi être contre le nucléaire? D'ailleurs, moi je suis tout à fait favorable au nucléaire, qui est l'énergie la plus décarbonée qui soit.
Oui, moi je voulais rebondir sur cette question économique pour dire plusieurs choses. C'est que David Cormand a raison de rappeler qu'il y a une certaine conception de l'économie, une certaine manière surtout de parler d'économie lorsqu'on est au pouvoir. Mais il y a, on le sait bien, un débat entre économistes qui est un débat qui n'est pas seulement sur économie ouverte ou fermée, qui est un débat sur économie de long terme, économie qui investit, économie qui transforme le modèle, qui crée de nouveaux indicateurs de richesse, qui remet en cause, au fond, il y a l'idée d'une politique de l'offre écologique qu'il faut mettre en place, de la même manière qu'on parle de politique de l'offre par ailleurs. Aujourd'hui, lorsque les consommateurs veulent acheter, veulent se nourrir, veulent s'habiller, ils se trouvent face à une offre qui est largement anti-écologique. Il s'agit bien sûr donc d'associer les entreprises à cette transformation, à cette politique d'offre écologique. Et puis je voudrais insister sur la question de la régulation, parce que je trouve qu'on parle peu de l'État. Et là-dessus, on voit bien que du côté d'Emmanuel Macron et de ce gouvernement, on assume à la fois d'être autoritaire et vertical. Et sur la question de l'État, je trouve qu'on n'est pas suffisamment ambitieux. Parce que, évidemment, les entreprises ne vont pas changer toutes seules et elles attendent aussi une vision, un cap de la puissance publique. Elles attendent pas seulement d'ailleurs des réglementations, mais aussi de l'exemplarité. Quand j'écoutais ce sénateur qui nous disait... Elles sont prêtes, les entreprises françaises? Ça dépend desquelles. Je crois qu'on ne peut pas parler en général. Je crois que le sujet, c'est quand David Cormand parle de Monsanto, il a raison. Je veux dire, ça, c'est une entreprise qui est un ennemi, un adversaire. Mais on a aussi les magasins bio qui ont des dynamiques de croissance de 20% par an. On voit bien qu'il y a dans le domaine du textile des changements de comportement. On voit que dans le domaine technologique, en ce qui concerne le recyclage, par exemple, on voit que l'Afrique nous... Là aussi, on est dans le temps long et on nous dit qu'il y a une urgence climatique. L'économie circulaire, ça a été inscrit dans la loi de 2015. Et aujourd'hui, il faut donner, par exemple, un contenu à ce qu'on appelle l'économie circulaire. Il y a des nouveaux concepts. Donnons-leur, vous avez raison, Gérard Longuet, parlons concrètement. Et trouvons un club de grands entrepreneurs qui s'engagent là-dessus. Ça serait excellent. Alors, avant de continuer ce débat... Dans les grands dossiers, il y a l'énergie, la PPE, vous avez tout à fait raison. Et il faut avoir l'esprit ouvert sur cette affaire. Il y a la relation avec l'agriculture. Quand vous dites à l'agriculture bio, moi je suis très favorable, les circuits de proximité très favorables, je suis sénateur rural et j'aime à soutenir la valorisation sur place des produits. Mais le problème, c'est qu'on s'achemine tranquillement vers 7 à 10 milliards d'êtres humains et qu'on a besoin d'une agriculture productiviste au plan mondial, je dis bien au plan mondial. Et les terres disponibles pour une agriculture de production ne sont pas inépuisable. Et donc, nous sommes obligés, nous Français qui avons la chance d'avoir un territoire agricole très favorisé par le climat et par les sols, nous avons l'obligation de produire pour le monde entier et pas simplement pour nous. Alors, moi, j'adore faire des courses dans les marchés bobos, mais c'est marginal. Vous savez que vous alliez me dire que c'était bobo, l'écologie. Je ne sais pas pourquoi j'avais deviné. Mais oui, parce que c'est en partie bobo. C'est pas antipathique, moi je suis un peu, on est tous un peu bobo. On a parlé du nucléaire, mais c'est vrai qu'il y a la loi alimentation qui revient en nouvelle lecture au Sénat dès le 25 septembre. Ça va être aussi un autre test pour le nouveau ministre. Écoutez d'ailleurs les explications sur ce point de Jérôme Rabier. À peine nommé au gouvernement, François de Rugy a un premier combat de Nicolas Hulot à reprendre en coulisses. Car pour ouvrir la session extraordinaire la semaine prochaine à l'Assemblée et dans 2 semaines au Sénat, c'est le projet de loi agriculture et alimentation qui est au programme. Un texte sur lequel Nicolas Hulot avait perdu la main au profit du ministre de l'Agriculture Stéphane Travert, avec qui ses relations étaient notoirement mauvaises. François de Rugy aura-t-il une marge de manœuvre pour imprimer sa marque? Rien n'est moins sûr car il s'agit d'une nouvelle lecture d'un texte sur lequel Sénat et Assemblée n'ont pas réussi à se mettre d'accord en juillet dernier. La commission mixte paritaire s'était alors très mal déroulée et le Sénat avait dénoncé une assemblée aux ordres du pouvoir exécutif. La CMP a consisté à parler sur l'article 1 et singulièrement sur la création des indicateurs concernant les prix, qui était une partie de l'article 1 qui avait été voté de la même façon à l'Assemblée nationale et au Sénat et sur lequel, normalement, nous n'aurions pas dû revenir puisque c'était le vote souverain et de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ce n'était pas le seul point de désaccord entre les deux chambres. Si les sénateurs ont finalement conservé l'objectif de 20% d'aliments bio dans les cantines, ils ont en revanche assoupli certaines mesures, comme l'affichage obligatoire de mention nourrie aux OGM sur les viandes concernées. Mais côté environnement, les sénateurs ont surtout retoqué l'interdiction des ristournes sur les produits phytosanitaires. En revanche, et contre l'avis du gouvernement, la création d'un fonds d'indemnisation des victimes de ces produits a été votée à l'unanimité. À voir si François de Rugy, sur ce premier texte avec des enjeux environnementaux, pourra peser dans les débats.
Daniel Bois, quel est votre avis sur cette question et en ce qui concerne justement les différentes dispositions dans la loi alimentation? On voit le bio dans les cantines. Je rappelle que quand François de Rugy était candidat à la primaire socialiste, c'était en 2016, il s'était prononcé pour un objectif de 100% en 5 ans. Il va apprendre petit à petit. Il est également engagé à soutenir le candidat socialiste. Finalement, qui ne l'a pas fait. Personne n'est parfait. Daniel Bois, est-ce que vous pensez justement que là, il aura plus de marge de manœuvre, qu'il va savoir s'imposer? Et ça me permet aussi de poser la question des lobbies, puisqu'on n'a pas encore parlé sur ce plateau. Oui, de tous les lobbies. C'est très complexe, le problème de l'alimentation et de l'agriculture pour l'écologie politique. Il y a un vieux débat, il y a un vieux contraste, il y a un vieux conflit, et pourtant c'est le domaine où on devrait arriver à un accord. Le plus important dans cette affaire, c'est que là, le soutien de la société, il est massif. C'est-à-dire que la crainte de la société sur les problèmes d'alimentation, ça s'est construit petit à petit, ça a pris du temps, parce qu'historiquement, la sensibilité, c'était plutôt le problème de l'air, le problème de l'eau, et les gens ne voyaient pas en fait le problème de l'alimentation véritablement. Encore que, ça fait longtemps qu'on parlait de ça, mais ce n'était pas concret, pratique. Donc le fait qu'il y ait eu des accidents industriels, le fait de toute cette crise de l'OGM, etc., qui est un phénomène considérable. C'est la première fois que ce qu'ils ont présenté... Mais il y a un décalage entre ce que votent les parlementaires et souvent le souhait de l'opinion. On le voit sur la question du glyphosate. Oui, il y a un décalage. Il y a une extrême sensibilité du public. Historiquement, pour moi, c'est une rupture. C'est la première fois que ce qui se présentait, j'ai pas de jugement, ce qui se présentait comme une innovation technique majeure est refusé clairement par la société. Donc, avec des conséquences, effectivement, considérables. Donc là... La position des politiques de droite, de gauche ou d'écologie est extrêmement complexe. Oui, je veux parler des OGM, des OGM alimentaires. Ouais. David Cormand, est-ce que là, François de Rugy peut reprendre la main sur ce dossier agricole? Ça a été rappelé, c'est Stéphane Travert qui avait défendu ce texte. La réponse que j'apporte à votre question est non. J'ai entendu ce matin Stéphane Travert dire qu'il y avait un interlocuteur pour la PAC. La PAC, c'est pas rien, c'est ce qui finance largement notre agriculture française avec des fonds européens, et que, en l'occurrence, c'était lui. Donc il n'y aura pas de copilotage de cette affaire, et c'est dommage, parce que l'idée de Nicolas Hulot de lancer ces états généraux de l'alimentation et l'agriculture était un enjeu vital. Vital pour nos campagnes, notre monde rural, qui est en train de se désertifier du fait d'un modèle agricole qui non seulement rend les agriculteurs malheureux, c'est un suicide tous les 2 jours. Les premières victimes de ce modèle agricole, ce sont les paysans eux-mêmes, surendettés, harassés de travail, sous-payés et qui font des dépressions. C'est ça aussi la réalité de l'agriculture dans ce pays. Mais c'est aussi autre chose. C'est les grands groupes, j'en ai parlé donc je ne vais pas insister là-dessus, de l'agrochimie. Et c'est une dernière chose, c'est l'alliance avec la grande distribution. La grande distribution aujourd'hui, quand on dit qu'il faut préserver nos terres, le modèle agricole actuel combiné avec l'agroalimentaire et la grande distribution, c'est une paille. 50 000 hectares par an qui disparaissent, pas qu'à cause de la grande distribution. Oui, parce que la loi doit quand même rééquilibrer les rapports justement entre producteurs, distributeurs et consommateurs. On est en train d'organiser le déménagement du territoire français avec une surmétropolisation de notre pays et une désertification tout autour. Or, on a un levier formidable, parce qu'effectivement nous avons des bonnes terres dans ce pays, qui est de revitaliser l'agriculture. 5 millions d'emplois qui ont été perdus depuis les années 50 dans le domaine agricole. C'est un des plus gros chocs en termes de chute d'emplois dans notre pays. Il ne s'agit pas de revenir... Il s'est éloigné, François de Rugy, de ses objectifs, selon vous? François de Rugy, il s'est éloigné, on ne sait pas, on va voir. Ce que je constate, c'est que l'une des ruptures dans les 15 derniers mois, ça a été sur ce dossier-là, où Nicolas Hulot a même refusé d'assister au rendu des États généraux de l'alimentation. On est passé complètement à côté du vrai débat, qui était de dire comment on sort de ce triangle des Bermudes que constitue l'agrochimie, l'agroalimentaire et la grande distribution. Alors Gérard Longuet, ensuite je vous donnerai la parole justement sur cette loi alimentation. Vous attendez un meilleur dialogue avec François de Rugy? Que le gouvernement soit cohérent, c'est un vœu que tous les Français souhaitent, et qu'en particulier le message de soutien à la qualité de l'environnement et de protection des consommateurs soit repris et défendu par de Rugy dans ce débat sur l'alimentaire. Ça me paraîtrait aller de soi. Je dis simplement que très clairement, l'orientation du président de la République, et c'est le président dans les institutions de la 5e qui donne le ton à l'ensemble de l'action gouvernementale, trop d'ailleurs, mais c'est un autre débat, c'est l'acceptation de la construction européenne telle qu'elle s'organise à 26 maintenant, à 27, pardon. Et cette construction est une construction qui accepte un modèle
qu'on peut qualifier de assez largement productiviste, ce qui n'exclut pas la protection du consommateur et de la qualité, mais qui cherche d'abord à produire. C'est-à-dire qu'une économie agricole uniquement de proximité, une économie uniquement circulaire est totalement illusoire. Pourquoi vous considérez que c'est moins producteur, l'agriculture de proximité bio? Parce qu'il y a un rapport de l'INRA qui démontre précisément le contraire de ce que vous dites. L'INRA, ce n'est pas une association environnementale. Hein. Oui, je le pense. Enfin, si vous voulez, pour être un élu rural depuis un certain temps désormais, je vois quelles sont les valeurs ajoutées produites par unité homme-travail. Et vous apercevez que la productivité que vous dénoncez est quand même le secret d'une augmentation globale du pouvoir d'achat de l'ensemble des agriculteurs depuis 40 ans. Personne ne veut revenir à un système. Alors qu'il y ait des opportunités de services et de proximité, j'en conviens, le premier. Mais ces opportunités sont des niches. Les niches permettent à l'industrie, aux services, à l'agriculture de vivre. Les gros bataillons seront des bataillons de production. Lucille Schmid, est-ce que vous pensez que François de Rugy, sur la question des lobbies, va pouvoir peser dans ces débats qui s'annoncent sur la loi alimentation? C'est ce qui a causé notamment la démission de Nicolas Hulot. On sait qu'il y a cette question du glyphosate et que c'est François de Rugy qui présidait la séance de nuit lors de laquelle un amendement justement qui visait à interdire le glyphosate a finalement été rejeté. Oui, il a d'ailleurs été là-dessus... accusé, je puis dire, notamment du côté de la France Insoumise, sur le fait d'avoir mis cet amendement au vote au moment où il y avait peu de monde à l'Assemblée. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il me semble qu'on parle de François de Rugy, on parle d'Emmanuel Macron, d'Édouard Philippe. Toute la question, c'est est-ce qu'on peut constituer un collectif de défense, en fait, d'une écologie et d'un modèle de transformation, à la fois à l'Assemblée nationale, enfin, d'ailleurs au Parlement plus généralement, que les sénateurs et les députés puissent, qui sont favorables, donc ça, cette transformation écologique, économique, sociale, puissent travailler ensemble, parce que Nicolas Hulot est apparu seul. Il était à la fois seul, peut-être parce qu'il a un tempérament davantage de lanceur d'alerte que de ministre qui mobilise un groupe et son administration, ou il avait davantage l'habitude de mobiliser la société que les institutions. Et de Rugy, qui connaît les institutions, est-ce qu'il saura créer du collectif? Est-ce qu'à l'Assemblée nationale, par exemple, alors qu'il n'y a plus de... Il est encore écologiste, selon vous, François de Rugy? Écoutez, je pense qu'en tout cas, il a la compétence écologiste, et je ne connais pas le fond de son cœur, en fait. Je ne suis pas dans la tête de François de Rugy, mais j'espère que ses convictions... Parce que je pense, si vous voulez, que pour réussir comme ministre de l'écologie, il faut être convaincu et donner l'impression de la sincérité. Je pense que ça fait partie du job, en fait. Plus que lorsqu'on est ministre de l'économie. Je pense qu'il y a quelque chose autour du profil idéal. Et donc, sur cette question de la constitution du collectif, je pense qu'il a à structurer ça. J'espère qu'à l'Assemblée nationale, il y aura notamment un sursaut, parce qu'on s'est aperçu que les questions écologiques n'étaient plus défendues à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est un vrai sujet, à part quelques lanceuses d'alerte ou lanceurs d'alerte. Et puis, la deuxième chose, c'est sans doute qu'il sache se faire écouter d'Emmanuel Macron. Là, l'émotion m'étreint. On va vous apporter un petit peu d'eau, Lucille Schmid. On va donner la parole à Daniel Bois. On a parlé nucléaire, on parle de loi alimentation, la question des lobbies aussi. Il y a aussi cette loi mobilité. On sait que ça sera un défi, un dossier pour François de Rugy. On sait qu'elle traîne un petit peu. Là aussi, est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir peut-être faire avancer les choses là où Nicolas Hulot n'avait pas réussi à s'imposer? Oui, crucial la mobilité, parce que dans la contribution au réchauffement climatique, les transports, c'est quelque chose de crucial. Et c'est là qu'on a beaucoup de mal à faire bouger la société. Parce que moi, j'ai travaillé des enquêtes sur la perception de l'environnement, où on demande aux gens qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire, etc. Ils sont prêts à faire un certain nombre de choses, bien sûr. Si les sondages ne mentent pas trop, c'est sûr. Mais quelquefois, ils sont tout simplement coincé par une distance à prendre quand on est à la campagne. Nicolas Hulot voulait un plan vélo. Voilà, donc il y a tout un problème de mobilité qui est très 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 complexe, qui est en partie technique et qui est le domaine où la contrainte structurelle est très très forte pour les gens. Quand on est à la campagne, généralement, on a besoin de 2 voitures. Et ce n'est pas 2 voitures toutes jeunes. Et voilà, et les gens vous disent, mais attendez, je n'ai pas de transport en commun, vous êtes gentil de me demander d'être civique, mais comment je fais dans mon petit village pour prendre le... Attendez, on va parler infrastructure, j'adore le transport. Ligne à grande vitesse dans cette loi. Je ne voudrais pas parler du tout en rural, vous l'avez très bien dit. Je voudrais parler en citadin, en parisien. Je trouve que la fréquence des métros est tout à fait insuffisante.
Madame Hidalgo veut nous faire marcher, dit le transport collectif. Il n'y a aucune amélioration sur la ligne 12, par exemple. Ce matin, j'étais sur la ligne 8. L'écart à 8 h du matin est de 4 minutes entre chaque rame. Si vous tombez à 2 minutes, vous avez des gens qui prennent le métro qui ne sont pas serrés comme des sardines dans une boîte. Si vous êtes à 4 minutes, aux heures de pointe, eh ben vous avez des gens qui sont malheureux, enfin mal transportés. On sait que la loi mobilité veut favoriser les mobilités douces, notamment. Les infrastructures de transport coûtent très cher, les services de transport coûtent très cher, c'est un vrai problème d'ailleurs. C'est sans doute... Et comme en fait ceux qui bénéficient ne payent pas la somme, l'urbanisation ne paye pas le prix de ces déséconomies externes. Je pense que vous pourriez être d'accord sur ce point. L'urbanisation ne paye pas les déséconomies externes qu'elle génère. Oui, sur le métro parisien, il faut que vous en parliez aussi à Madame Pécresse, puisque c'est elle qui préside le STIF. Je suis complètement de votre avis. J'étais président de région, on a dépensé beaucoup d'argent en région pour le TER, et à Paris, ils n'ont rien fait. Et aujourd'hui, ils payent le fait d'avoir 20 ans de je me permettais de le signaler parce que vous parliez de Madame... C'était pas simplement Pécresse, c'était Huchon qui est resté 18 ans, et peut-être Michel Giraud. On parle des dossiers qui attendent François de Rugy sur cette loi mobilité. J'y viens, mais bon voilà, puisque vous citiez Madame Hidalgo, je souhaitais équilibrer les comptes. Sur la question de la mobilité, c'est le sujet, c'est la façon, j'en parlais tout à l'heure rapidement, sur ce que j'appelle le déménagement du territoire. C'est-à-dire qu'on a fait un truc complètement aberrant, c'est qu'on a organisé... Ça s'est fait tout seul. Mais non, monsieur Longuet, mais non. Mais quand on crée des grandes... Vous ne connaissez pas la vie. La vie, c'est que les gens dans le service ont envie de se retrouver. Monsieur Longuet, mais vous m'adorez, vous avez raison, parce que je suis très sympathique. Je sais, mais vous parlez beaucoup, et peut-être que je ne connais pas la vie, mais peut-être, on ne sait jamais. J'ai 2-3 trucs à dire qui vous permettraient de réfléchir. La concentration est un fait de volonté, est un fait de société, et non pas un fait politique. D'accord. Donc moi, ce que je pense, c'est que que je nomme le déménagement du territoire, nous l'avons aussi organisé, si je peux juste essayer de développer pourquoi je le pense. Par exemple, c'est pas un fait de société de développer des grandes surfaces dans lesquelles on peut aller uniquement en voiture. Les universités, les hôpitaux, c'est forcément concentré. Ce n'est pas un fait de société de le faire comme on le fait, de construire des rocades routières à n'en plus savoir qu'en faire. Ce n'est pas un fait de société non plus. C'est parce qu'il y a des besoins. Il suffit de rouler en région parisienne pour savoir qu'ils ne sont pas satisfaits. Ce n'est pas un fait de société non plus de décider de construire, comme on le fait près de Montpellier par exemple, des gares complètement au milieu de champs de patates. Ce sont des choix politique, tout ça. Toute l'organisation des transports doit être repensée, c'est ce que vous dites, est-ce que vous attendez de cette loi ? Oui, je pense qu'il y a un sujet d'organisation du territoire. Après, bien sûr, les choses sont complexes. Quand on vit, moi je suis normand, quand on vit en périurbain ou en zone rurale, on n'est pas avec une voiture. D'ailleurs, ça a changé depuis 30 ans. Il y a 30 ans, la voiture, c'était symbole de liberté. Aujourd'hui, la voiture, c'est plutôt le symbole d'une contrainte. C'est pas même un symbole, c'est entre 600 et 1000 euros par mois d'avoir une voiture. Et donc, quand on est obligé d'en avoir deux, on n'est pas heureux, en fait, on est malheureux. Ça coûte très cher et on est contraint de le faire. Donc après, sur les questions, la ruralité périurbaine, c'est compliqué. Sur les questions d'indemnité vélo, parce que c'est de ça dont on parlait. Ça, c'est très simple. Indemnité kilométrique vélo, c'est pas confisquer les voitures des gens pour les forcer à faire 40 bornes par jour en vélo. C'est pour ceux et c'est la grande majorité de l'usage de la voiture, c'est des distances de moins de 3 km. C'est que quand vous utilisez votre vélo plutôt que votre voiture pour aller au travail, vous touchez aussi une indemnité kilométrique, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, non seulement il y a un surusage de la voiture, mais on l'encourage, y compris par les politiques publiques qui sont menées. Donc la question du plan mobilité, notamment du plan vélo, c'est une question essentielle qui permet de réduire l'usage de la voiture à moindre coût, sans que ça soit pour le coup très compliqué. Et moi juste en 2 mots, j'aurais tendance à dire que tout le débat qu'on n'a pas eu sur la question de la SNCF est un débat qui devrait être articulé à cette question de la loi mobilité. Parce que on sait bien que la question du transport ferroviaire, le surinvestissement qu'on fait aujourd'hui sur la route, et ce sont des habitudes, c'est comme sur l'agriculture, on ne s'aperçoit pas que l'agriculture actuelle conventionnelle est sursubventionnée. Donc on a l'habitude d'allouer nos fonds et de ne pas investir dans les secteurs nouveaux, et on n'a pas l'habitude au fond de, comment dirais-je, de changer nos manières de penser et nos manières d'agir. Et déconnecter le débat sur la SNCF de la loi mobilité, c'est dommage, parce que d'une certaine manière, il y a l'abstraction, il y a le domaine parlementaire, et puis il y a la réalité de ce qu'on vit au quotidien. Je crois que la réussite de cette loi, ça serait que de Rugy réussissent évidemment à s'y impliquer fortement, mais surtout qu'ils réussissent à faire le lien avec les exemples concrets, la façon dont les gens vivent leur mobilité, dans leurs différences. C'est-à-dire qu'on vient d'avoir un débat sur David Cormand vit pas sa mobilité comme Gérard Longuet, ça c'est clair. Mais à partir de là, comment est-ce que quelqu'un qui n'est pas, qui est dans une situation quotidienne, vit les choses, et
qu'est-ce qu'il espère comme amélioration et comment est-ce qu'il veut être à la fois peut-être à 60% écologiste, peut-être à 40% moins écologiste, et comment est-ce qu'on organise la possibilité de choix qui vont vers la transformation du modèle. Donc moi j'aurais tendance à dire, faisons la loi différemment, et ça s'applique à d'autres types de lois d'ailleurs que la mobilité, ça s'applique à la santé, ça s'applique évidemment aux questions d'électricité, d'énergie. Aujourd'hui, de plus en plus de citoyens veulent produire leur électricité. On n'a plus de domaine stricto sensu parlementaire ou régalien. Il faut introduire le citoyen dans l'hémicycle. Je pense que c'est ça un des enjeux sur lesquels De Rugy devrait se pencher. Il est très institutionnel, donnons-lui la possibilité de s'ouvrir davantage à la société. Oui, Gérard Longuet, la réalité économique, c'est que le chemin de fer est subventionné pour les TER à 70% et que le réservoir de l'automobiliste est ponctionné par l'impôt à 60%. Donc vous ne pouvez pas faire grand-chose aujourd'hui parce que les automobilistes, vous avez raison, c'est très cher par mois, mais c'est très cher parce que c'est un collecteur fiscal majeur. Alors que les transports collectifs ferroviaires, je suis désolé de vous le rappeler, sont lourdement déficitaires et cela, évidemment, fausse toute comparaison. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites. Lourdement déficitaire. L'infrastructure routière est largement subventionnée par rapport au réseau ferroviaire. La route, l'automobiliste subventionne la route et il le paye avec des péages. D'ailleurs, c'est pour ça que les entreprises de travaux publics achètent des sociétés d'autoroutes. Daniel Bois, on a commencé ce débat avec cette question un peu sur cette marge de manœuvre, les marges de manœuvre. Je veux dire, il n'en a pas beaucoup, le malheureux De Rugy. Et Daniel Bois. Je suis assez d'accord avec M. Longuet pour dire qu'il n'a pas des marges de manœuvre considérables, parce que le gouvernement et le président, aujourd'hui, n'ont pas affiché une très très forte volonté, il me semble, je ne suis pas dans leur tête, mais une très très forte volonté. Donc simplement, il a davantage, à mon avis, par rapport à Hulot, de capacité politique. Ça, c'est indéniable. Il a la compétence technique écologique comme exactement Hulot. Il a en plus une connaissance du Parlement et un réseau relationnel qui fait que c'est plus aisé. Et ça sera loin d'être facile. Eh bien, merci à vous, Daniel Bois. Merci, David Cormand. Merci, Gérard Longuet. Merci, Lucille Schmitt, d'être venue sur ce plateau. Dans le reste de l'actualité aujourd'hui, ça va vous intéresser, Gérard Longuet, puisque face à la pénurie de médecins, le gouvernement envisagerait peut-être d'en finir avec le numerus clausus et le concours en fin de première année pour les études de médecine. C'est une mesure qui ne fait pas toujours l'unanimité et qui a parfois des effets contestés. Explication, Élise Grégoire. Posons-nous la question. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui un numerus clausus? Est-ce qu'il faut l'augmenter? Est-ce qu'il faut le supprimer? Est-ce qu'il faut en faire des différents en fonction des universités? Je n'ai pas d'avis, madame. En février dernier, à l'époque, Édouard Philippe n'avait pas d'avis. A priori, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Selon France Info, le numerus clausus, une histoire vieille de 45 ans, serait en passe d'être supprimé. L'objectif, mieux lutter contre les déserts médicaux. Jusqu'à présent, il permettait de limiter le nombre de médecins en France. Un nombre limité d'étudiants ont accès à une deuxième année en médecine à travers un concours très sélectif. Actuellement, un seul candidat sur 7 est sélectionné. Par exemple, en 2017, sur les 60 000 candidats, un peu plus de 8 000 ont été reçus en seconde année. Emmanuel Macron parle d'un système injuste et inefficace. Il souhaite remplacer ce concours par des partiels classiques. Mais comment garder autant d'étudiants au sein des universités tout en disposant de moyens suffisants? La méthode n'est pas encore tranchée. Et on va retourner salle des conférences pour la réaction du sénateur socialiste de l'Aisne, Yves Daudigny. Il est au micro de Taltran Nuit. Oui, Yves Daudigny, c'est une information France Info. Le gouvernement voudrait en finir avec le numerus clausus et avec le concours de fin de première année pour les études de médecine. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose ? Ce serait, je pense, une bonne chose. Le système du numerus clausus est aujourd'hui injuste. Il favorise sans aucun doute les étudiants qui ont les moyens financiers les plus importants, qui peuvent se payer des prépas privés, qui peuvent redoubler, sinon même tripler. Il est inefficace en matière de déserts médicaux, peut-être que l'on aura le temps d'en reparler. Il est peu adapté en fait à la sélection. Alors, ceux qui sont sélectionnés font de bons médecins, sans aucun doute, mais sans aucune mise en valeur des qualités humaines, des capacités dans les relations humaines, à la différence d'ailleurs d'autres pays, comme par exemple l'Australie. Et enfin, c'est un système qui n'est plus du tout adapté à l'Europe telle que nous la connaissons aujourd'hui, puisque le paradoxe est que des futurs médecins voient la route bloquée en France et vont faire leurs études à l'étranger. Et reviennent parfois dans l'Hexagone. Et reviennent en France. Alors que nous avons aussi, bien sûr, des médecins étrangers qui viennent
travailler en France, puisqu'il y a reconnaissance des diplômes à l'intérieur de l'Europe. Et donc actuellement, un peu plus de 10% de l'activité médicale est exercée par des professionnels qui ont eu leur diplôme à l'étranger. Donc vous êtes complètement favorable à la suppression du numerus clausus. Que pensez-vous des différentes hypothèses qu'il y a pour le remplacer? Il y aurait tout de même une forme de sélection dans les universités. Et on parle éventuellement d'un concours à la fin de la licence, donc à la fin de la 3e année. Oui, alors, bien sûr, le système ne peut pas être totalement ouvert. Il y a capacité des universités à accueillir les étudiants. Puis il y a aussi capacité des hôpitaux et éventuellement de la médecine libérale à accueillir les stagiaires pendant le 2e ou le 3e cycle de l'internat. L'hypothèse d'une licence, 3 ans, avec une forme de sélection donc au bout de 3 ans, et non plus brutalement la première année, me paraît a priori comme c'est une assez bonne hypothèse. Alors que fait-on au bout de 3 ans lorsqu'on échoue à ce concours et qu'on a passé 3 années en médecine? La différence avec la situation actuelle, c'est qu'au bout de 3 ans, les étudiants auront un diplôme qui viendra récompenser, valoriser leurs 3 années de travail et pourront se réorienter vers d'autres activités à caractère médical ou paramédical. Alors je voudrais également votre réaction à une annonce aujourd'hui d'Édouard Philippe. Il a tout à l'heure déclaré à la suite du Conseil des ministres et que le plan hôpital serait annoncé pour le 18 septembre. Il a également annoncé le plan pauvreté pour le 13 septembre. 2 plans que l'on attendait avant l'été. On a au moins ces dates aujourd'hui. Je vais dire, il n'est pas trop tôt. Enfin. Donc il est bien que le gouvernement prenne la mesure des difficultés sociales de notre pays, prenne également la mesure des difficultés de l'hôpital, et nous sommes très attentifs à ce qu'il va proposer. Eh bien, merci beaucoup Yves Dedigny d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci à vous Tam. La lente reconstruction de Saint-Martin après le passage de l'ouragan Irma il y a 1 an. L'île se reconstruit mais doit faire face à une véritable crise, notamment du logement. Samia Dechir. Au bord des eaux turquoises, des restaurants fermés, des toitures éventrées. La reconstruction prend du temps, 1 an après le passage d'Irma et Maria aux Antilles. Dans les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les ouragans ont causé près de 2 milliards d'euros de dégâts. Grâce à un appel aux dons, la Fondation de France a récolté l'an dernier 14,5 millions d'euros. Les 2 tiers ont déjà été engagés pour financer une 50aine de projets de reconstruction, notamment la réhabilitation des maisons. On estime uniquement sur l'île de Saint-Martin qu'il y a plus de 2500 familles qui sont concernées par des besoins en réhabilitation de leur logement. À ce jour, il y a une 50aine de maisons qui ont été complètement prises en charge par nos partenaires sur place, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, pour les familles qui vraiment ne peuvent pas intervenir dans la réparation de leur maison. L'urgence, c'est aussi le soutien psychologique. Beaucoup d'habitants souffrent aujourd'hui de stress post-traumatique. Il y a des cauchemars extrêmement violents qui créent des troubles du sommeil profonds, donc entraînant une dégradation générale de l'état de santé, parce que quand on ne dort pas, on n'est vite pas bien. Des incapacités à sortir de chez soi, donc socialement quelque chose de très handicapant, avec parfois une vraie incapacité à reprendre une activité professionnelle par exemple, parce que l'anxiété est tellement forte qu'ils ne peuvent pas travailler. L'anxiété, liée à la peur de revivre les mêmes événements, est encore plus forte en cette saison cyclonique. Et Mickaël Bastide, journaliste, ancien correspondant de France Télévisions à Saint-Martin, est notre invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Mickaël Bastide, bonjour. Merci d'être notre invité aujourd'hui. Où en est cette reconstruction? Samia Dechir évoquait une reconstruction lente. Il y a malgré tout des avancées positives sur place? Une reconstruction lente, effectivement, puisqu'il a fallu gérer les 6 premiers mois à l'urgence. Ce n'est que depuis le mois de mars que véritablement les choses ont commencé à démarrer en termes de reconstruction. Donc ça va un peu mieux, même s'il y a beaucoup à faire. C'est compliqué, c'est une petite île donc, qui a été secouée par un ouragan majeur avec des vents de près de 400 km/h. Donc il y a énormément à faire, mais ça va de mieux en mieux. Ça prendra du temps parce que le gouvernement souhaite reconstruire avec des normes justement pour faire face à des enjeux comme ceux-ci. Mais ça avance. Et c'est le cas, on reconstruit dans des normes justement environnementales respectueuses, mais aussi on se prépare à de nouveaux ouragans. Alors, la collectivité travaille sur un plan provisoire d'urbanisme justement pour mettre en place de nouvelles règles de construction. Mais
face aux besoins pressants de se mettre à l'abri, certains habitants tentent de détourner les choses, de construire à l'ancienne, comme ça a perduré pendant pas mal d'années pour faire face à l'urgence, pour se mettre un toit, pour mettre à l'abri leur famille. Alors, effectivement, je pense pour les édifices publics, pour les infrastructures, on s'achemine vers ce type de construction pour assurer une grande sécurité, mais pour les habitations, pour les plus précaires, ça sera compliqué, à mon avis. Tout le monde a un logement, tout le monde a eu accès à un nouveau logement pour les personnes dont le logement a été détruit? Difficile, je ne pense pas, puisqu'il y a une pénurie de logements. Donc beaucoup de personnes sont hébergées encore dans des hôtels ou alors chez des amis. C'est compliqué puisqu'il y a une pénurie de logements. En même temps, il y a tous ces travailleurs qui sont venus prêter main forte et qui occupent également des logements. Il y a beaucoup de logements que les propriétaires locaux ont mis en location saisonnier. Donc voilà, il y a un besoin de se loger, mais malheureusement, les prix ont flambé. Il y a moins de logements, donc c'est compliqué. Oui. Est-ce que la population sur place a le sentiment d'être un peu oubliée? Là, on en parle, puisque c'était il y a un an. Est-ce que tout le monde a pu aussi bénéficier d'une indemnisation à la hauteur des enjeux? Oui, il y a eu des indemnisations qui ont été mises en place pour les habitants les plus précaires. Saint-Martin, en termes de tissu social et économique, c'est compliqué. Saint-Martin a dû faire face à une forte vague d'immigration. La population a été multipliée par 3 entre 1980 et 2000 pour être aujourd'hui à 45 000. Il y a beaucoup d'immigration au sein de cette population, donc beaucoup de personnes dans la précarité. Il y a eu des aides mises en place pour faire face, notamment dans l'urgence. Aujourd'hui, le plus important pour ces personnes, c'est d'avoir un travail. Le gouvernement a accompagné les entreprises pour pouvoir garder ces personnes soit en activité partielle. Justement, il se trouve qu'au mois de novembre, on arrive au terme de cette mesure d'accompagnement, mais l'activité économique n'est pas encore sur le point de repartir véritablement. Donc, va se poser encore la question sur le tourisme notamment, qui a été fortement impacté. Là, ça peut reprendre Ça peut reprendre. Alors, concernant le tourisme, si on doit se baser sur les chiffres de l'hôtellerie, avant Irma, on était à 1500 chambres. D'ici le début de la saison qui est prévue pour fin novembre, ils espèrent que 700 à 800 chambres seront disponibles. Bon, on est encore loin du compte, donc l'activité touristique. Et puis, pour les hôtels, la reconstruction, elle est plus lente, puisqu'ils profitent aussi de cet élan pour pouvoir monter en gamme. Donc, ça prendra plus de temps. On table plutôt sur 2019, 2020. Donc, en attendant, il faut accompagner tous ces salariés, toutes ces personnes qui vont peut-être basculer dans le chômage ou vont peut-être partir en formation pour justement préparer cet avenir tant attendu pour cette relance à Saint-Martin. On entendait dans le reportage aussi l'aspect psychologique. C'est de nouveau la période des ouragans. Il y a une certaine peur qui s'est installée. Oui, on peut dire ça. Il y a une certaine peur, surtout quand on sait que son habitation est fragilisée, surtout quand on se rappelle ce qu'on a vécu à des degrés plus ou moins importants. Il y a eu vraiment des situations catastrophiques. Il y a plus de 10% de la population qui a tout perdu. Donc, je pense que c'est gravé dans la tête et au moindre coup de vent, au moindre... voilà, comme vous l'avez dit, on rentre dans cette saison cyclonique. On ne sait pas à quoi s'attendre. Donc à chaque fois qu'il y a une alerte météo, un peu de pluie, un peu de vent, ça y est, tout de suite, ça fait remonter des images et tout ce qu'il y a eu de dur pendant cette période d'Irma. Il y a un sentiment d'abandon de la population ou au contraire, il y a ce soutien psychologique qui était rappelé? Alors, ce soutien psychologique, effectivement, concerne une frange de la population. Ce n'est pas tout le monde qui admet aussi peut-être cette fragilité. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps pour ça, qui doivent faire face au quotidien. Excusez-moi, j'ai perdu. Est-ce que cette population se sent abandonnée? Cette population aimerait que ça aille plus vite, en fait. Voilà, elle a le sentiment que ça ne va pas assez vite. Bon, en même temps, on veut reconstruire, mais il faut reconstruire différemment. Donc forcément, ça met du temps. Il y a effectivement ce sentiment d'abandon, ce sentiment de... Voilà, on a fait une rentrée scolaire en 2017 dans des conditions vraiment affreuses. On aurait pu espérer que là, pour cette rentrée scolaire, qu'il y ait plus de choses qui soient prêtes. Ce n'est pas forcément le cas, même si ça se passe bien dans le premier degré, ça se passe un peu moins bien dans le second degré. Donc il y a cette attente quand même, pratiquement un an après, de voir que ça traîne des pieds quand même. Ça a mis beaucoup de temps à démarrer.
Ça ira forcément, je l'espère, un peu plus vite, mais voilà, il y a tout ce process qui est long à mettre en place et forcément la population s'impatiente. Oui. S'il y avait vraiment peut-être un appel à lancer en termes d'urgence, qu'est-ce que vous diriez ? Un appel à lancer en termes d'urgence, pour les habitants qui sont sur place peut-être et qui nous écoutent, il y a encore des choses à faire. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de maisons qui n'ont pas de toit. Il y a beaucoup d'habitations qui n'ont pas encore été reconstruites. On est à, je crois, 30% de reconstruction à Saint-Martin. C'est pas beaucoup un an après. Donc je pense que oui, les gens ont envie d'avoir un toit, de se sentir en sécurité pour pouvoir... Donc l'accès au logement reste prioritaire. L'accès au logement, à mon avis, reste prioritaire. Et puis l'emploi, même si le chômage a baissé depuis un an, parce que voilà, la restauration, l'hôtellerie, pas l'hôtellerie, mais la reconstruction... Eh bien, merci. Bon, merci à vous, Mickaël Dacite, d'être venu sur ce plateau. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 18h30. On va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Très bonne soirée et à demain à 10h30 pour la rentrée politique de Gérard Larcher.